L'hebdomadaire de l'information sur le Gabon du 1er au 6 juin 2020 sur Mazlek Info vous est présentement dévoilé. Yves Mvonabesolo, on démarre par la peur bleue suscitée avec les difficultés d'approvisionnement en insuline, qui a occasionné des cas de mort d'hommes. Rosine Priskanje, le reportage est signé Marc-Ulrich Malekou Mamalekou. L'insuline, denrée rare sur le marché de médicaments au Gabon avec pour incidence macabre de pertes en vies humaines qui touchent notamment la communauté des personnes vivant avec le VIH-Sida. Le médicament est absent tant dans les dépôts de l'Office pharmaceutique national que sur les étals de pharmacie, déplore au bord du désespoir la présidente de l'Association nationale des droits des personnes vivant avec le VIH au Gabon, Nathalie Biken-Binzeng, qui s'explique par ailleurs sur les circonstances du décès d'un des membres de son association, faute d'avoir eu accès à l'insuline. C'est que la majorité des personnes porteurs de VIH, ils ont aussi le diabète et la tension. Depuis plus d'une semaine, je reçois des coups de fil de diabétiques porteurs de VIH. Dans les pharmacies, il n'y a plus d'insuline. L'insuline a disparu sur les étagères de la pharmacie. Moi-même, j'ai essayé de faire le Saint-Thomas en allant au Forestier, Sainte-Marie, commissariat central. J'ai même appelé le docteur Issembe pour voir si dans sa pharmacie, il y avait des insulines pour mes patients. J'ai appelé la pharmacie du PK12. Ils m'ont dit qu'ils ont une autre qualité d'insuline, mais pas Novomix. Et nous venons même de perdre un membre qu'on a trouvé mort sur le lit, mais elle se plaignait qu'elle était en rupture de son insuline. À ce titre, je pense que je lance un appel. Il faut que le corps médical essaie de faire quelque chose. Le SOS, lancé en direction des administrations et institutions compétentes, peine jusqu'ici à porter du fruit. J'ai envoyé le message à la directrice de l'ONU-SIDA au Gabon. Je lui ai fait part qu'on venait de perdre un patient diabétique porteur de VIH qui pendant une semaine était en rupture de ses insulines. Elle m'a dit qu'elle a reçu le message. Jusque-là, je n'ai pas eu une autre suite. Ce matin, j'ai appelé le médecin-chef du CTACHU. Elle m'a dit de passer là-bas demain matin. On va essayer de contacter d'autres médecins, sinon pas le produit. Et demain matin, je vais me rendre à l'hôpital pour voir ce qu'on peut faire pour le reste des patients qui sont en rupture de leur insuline. Soulignons que l'absence de consommation d'insuline dans les temps peut à minima favoriser des troubles graves de santé et à maxima occasionner la mort du malade. Yves, les premières interpellations après l'attaque terroriste contre le stade d'Engong d'Oyem sont signalées. Les hommes habillés n'ont pas également bonne presse actuellement dans la commune d'Oyem, au nord du Gabon, où 2 d'entre eux sont placés en garde à vue après la découverte à leur domicile d'écrans plasma ayant disparu dans la fièvre d'un acte de vandalisme teinté de terrorisme ayant occasionné la mise à feu de la loge présidentielle du stade Engong, infrastructure de football construite dans le cadre de la CAN de football 2017. L'avancée de l'enquête en cours laisse présager d'une simulation d'actes de terrorisme par les militaires affectés à la sécurité de ce stade, selon le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Oyem, Rodrigue Ondo Fumu. Vous restez avec nous, Yves, pour parler cette fois des nuages qui planent sur la reprise des cours dans les universités et grandes écoles au Gabon, après les réserves émises par le syndicat national des enseignants et chercheurs. Le syndicat national des enseignants et chercheurs, le SNEC, sonne la sonnette d'alarme sur l'inopérationnalité de cette volonté politique en l'état. Le démarrage programmé du téléenseignement dès septembre prochain est une vue de l'esprit, selon le SNEC, qui met en relief le sous-équipement en technologie de l'information au sein des établissements d'enseignement supérieur. Nathalie Simaï, vice-présidente du syndicat national des enseignants et chercheurs, SNEC. Au regard du sous-équipement des établissements, des problèmes de connexion, de la fracture numérique nationale, etc. Le syndicat national des enseignants et chercheurs est ouvert au téléenseignement, mais il estime que la solution globale n'est pas la panacée. Le SNEC préconise plutôt des solutions locales
adaptée à la spécificité de chaque établissement, conformément au principe d'autonomie qui régit les établissements d'enseignement supérieur. Autre vœu pieux pointé par le Bureau national du SNEC, la reprise partielle et totale des activités académiques dans un environnement en déphasage avec l'exigence des mesures barrières imposées au nom de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le SNEC est à rappeler au gouvernement qu'aucune reprise partielle ou totale ne sera possible dans les universités et grandes écoles en l'absence des régularisations des situations administratives, à savoir pré-salaire, poste budgétaire, reclassement, après CAMES, stage, changement de spécialité, rappel solde. De l'apurement de la dette due aux vacations. À cet effet, le SNEC rappelle que le Premier ministre, le chef du gouvernement, s'y était personnellement engagé le 14 octobre 2019 devant toutes les composantes de l'enseignement supérieur. De l'arrimage de la pension retraite au nouveau système de rémunération, car tous ceux qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite aujourd'hui ne perçoivent que des faméliques pensions dites provisoires. Voici qui pourrait porter du plomb dans l'aile de la reprise des cours dans les universités et grandes écoles au Gabon. Rosine, retrouvons cette fois Marc-Ulrich Mamalekou pour revenir sur l'exigence de dynamique unitaire relative à la fin du confinement et à la levée du couvre-feu. Démuseler les libertés publiques prises en otage par la loi sur les catastrophes sanitaires qui sert d'alibi au maintien du confinement et du couvre-feu et repenser des stratégies efficaces face à la faillite du gouvernement et du comité de pilotage contre le coronavirus, principale motivation de dynamique unitaire qui ne cache pas son avis favorable à la tendance généralisée au déconfinement qui fait recette à travers le monde. Dans un brin d'ironie, Jean-Rémy Yama, président de Dynamique Unitaire, pose une litanie d'interrogations laissant transpirer les limites du gouvernement et du COPIL dans la gestion de la Covid-19. Où en est la fameuse banque alimentaire et la distribution des kits et bons alimentaires? Où sont les 10 millions de masques chirurgicaux censés être distribués au personnel de santé, aux forces de défense et de sécurité et à la population? Où sont les 4000 thermoflash à distribuer dans les hôpitaux? Où en est le renforcement des unités de soins intensifs dans les hôpitaux par la distribution de 100 respirateurs, de 100 appareils d'aide respiratoire, de 10 ambulances et un kit d'imagerie mobile par province? Où sont les financements publics au profit de l'IFAMETRA, l'USTM, l'USS, le CIRV, le CERMEL pour la recherche d'un remède? Où sont situés les 60 centres de dépistage annoncés depuis le 3 avril 2020? À l'heure actuelle, les travailleurs souffrent. Le chômage de masse s'enracine et l'économie s'enfonce à cause de la malgouvernance qui s'accroît dangereusement. La pandémie se propage dans toutes les provinces et le personnel soignant crie à la pénurie des tests, de matériel et de médicaments. À qui profite le crime? L'index de dynamique unitaire ne se prive pas de cible. Le plus aberrant est qu'il y a une recrudescence de l'insécurité aux heures du couvre-feu. La hausse de braquage, des dégradations de biens et surtout la hausse des assassinats. Dans un autre registre, comment comprendre les humiliations et les possibles raquettes perpétrées illégalement par les forces de sécurité et de défense sur les populations du simple fait d'enfreindre une règle du confinement ou du couvre-feu? Pourquoi les travailleurs résidant dans les provinces dépourvues de banques sont-ils maltraités dans les gouvernorats pour obtenir un laissez-passer et humiliés dans les postes de contrôle de police et de gendarmerie par des vérifications incongrues? C'est un dispositif militaire au service de ceux qui tapis dans les hautes sphères de décision ont des desseins inavoués au regard de la vacance constatée au sommet de l'État. Dynamique unitaire est au regret d'annoncer que le COPIL et ses démembrements, singulièrement son comité technique, sont dans la plus grande illégalité qui soit. La responsabilité de la mauvaise gestion constatée du COPIL incombe au régent tapis dans l'ombre à la présidence de la République et non au Premier ministre, chef du gouvernement. Pour infléchir cette marche à pas forcés du Gabon droit dans le mur, Dynamique Unitaire invite à la vigilance des travailleurs
dont les efforts sont sollicités dans la bataille pour la levée des verrous face à l'encasernement des libertés publiques. Rosine, d'ici à sa levée, le confinement est mis à profit par l'Association nationale des aveugles et amblyopes du Gabon pour dépoussiérer ses statuts et son règlement intérieur. Vaincre l'oisiveté en ces temps de confinement en faisant œuvre utile, credo de membres de l'Association nationale des aveugles et amblyopes du Gabon qui décide de meubler le temps en dépoussiérant les textes encadrant leur fonctionnement. Activité intellectuelle qui tourne notamment autour de l'arrimage de leurs textes de base, aux standards des organisations internationales évoluant dans le même couloir. Les précisions de Nadia Arlette Mengebiban, présidente. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des manquements. Nos statuts présentaient des manquements. Nous avons décidé de réviser nos statuts pour nous arrimer à l'Union africaine des aveugles. C'est une structure internationale et ça va nous pousser aussi d'aller loin. Je crois que c'est plus bénéfique de s'arrimer aux organismes internationaux. C'est bénéfique pour nous parce que nous comptons aller plus loin. Ces moments sont mis à contribution pour affiner leur calendrier d'activité tout en prenant en compte les aléas imposés par l'arrivée, sans crier gare, de la pandémie du coronavirus. Vous restez avec nous, Rosine, pour parler cette fois des remous suscités par la Covid-19 avec la distribution de l'aide alimentaire qui a tourné mal à Kabaga, dans la province du Haut-Ogooué. Jour noir pour Jean de Dieu Oyessi, préfet en charge de la circonscription administrative de Bongoville, copieusement huée et conspuée par les populations de la bourgade de Kabaga dans la province du Haut-Ogooué et qui ont opposé une fin de non-recevoir à ces présents de kits alimentaires offerts par Noureddine Bongo Valentin dans le cadre du soutien en temps de coronavirus. Retour en image sur une vidéo virale qui se passe de commentaires. Yves, cette distribution de kits alimentaires fait également jaser à Libreville où des couches défavorisées crient à la marginalisation. Les laissés pour compte de l'opération de soutien en kit alimentaire au bénéfice des populations économiquement faibles sont légion. Au nombre des sans-emploi assortis d'handicap, l'on compte notamment les personnes vivant avec le VIH-Sida qui crient famine en plein confinement, faute de n'avoir été visitées par les équipes de bénévoles en charge de la répartition de cette aide sociale. Nathalie Biken-Bizeng, présidente de l'Association des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida au Gabon. Quand le Patrick Obiang parle, pour citer les gens qui sont fragiles et vulnérables par rapport à la pandémie du Covid, il cite les personnes vivant avec le VIH. Quand il les cite, Guy Patrick Obiang était DGPS, la Direction Générale de Prévention du Sida. C'est lui qui coordonne le COFIN. Je pensais que les personnes vivant avec le VIH devaient être les premières personnes à être testées. Ils ont eu à distribuer les kits alimentaires. Jusque-là, aucune personne vivant avec le VIH m'a appelé pour dire j'ai reçu. Même ceux que j'appelle, ils disent qu'on n'a pas reçu. Nous avons dressé une liste. La liste a été déposée. Tous les CTA, les SMI, la langue, infectiologie, on a fait une liste des démunis vulnérables. Parce que dans les PVA, il y a quand même des fonctionnaires, on les a mis quand même de côté. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes possibilités. Ce que je demande, c'est que le Covid-19
Quelle stratégie d'amélioration du cadre environnemental des personnes vivant avec le VIH et la tuberculose et le diabète au Gabon? Au sein de la communauté des personnes handicapées du Gabon, les personnes aveugles déplorent leur marginalisation. Jean-Narcisse Obian, coordonnateur général de l'Association nationale des aveugles et amblyopes du Gabon. Les mesures qu'avait prises le président de la République, je constate pour ne pas le dire ou pour le dire, que vraiment l'aveugle est laissé pour compte. Parce qu'on n'a pas pris en compte notre association, notre communauté, autant pour moi. Partant des kits alimentaires, des bons d'achat, aucune personne aveugle n'a reçu, comment on appelle ça, des dons alimentaires. Quelques aveugles ont reçu les bons d'achat. Quelques aveugles. Et si on compte dans le Grand Libreville, il n'y a pas 10 aveugles qui ont reçu les bons d'achat. J'interpelle les plus hautes autorités de ce pays que les aveugles aussi sont des acteurs du développement d'un pays. Et il ne faudrait pas que cette communauté soit marginalisée. Cette communauté ne doit pas être marginalisée. Nous sommes aussi des personnes comme tout autre. Reste à savoir si ces cris de détresse trouveront écho à l'approche de l'amorce du déconfinement et de la fin du couvre-feu, appelé de tous vœux par les composantes des forces vives. Rosine, l'actualité a été marquée ce début de week-end à Port-Gentil par le meurtre commis par un ressortissant malien, un gardien, sur sa patronne gabonaise. Mort d'homme signalé du côté de Port-Gentil, dans la capitale économique du Gabon, avec l'homicide dont s'est rendu coupable un sujet ouest-africain qui a donné la mort à sa patronne. Une Gabonaise tuée à la fleur de l'âge, affectueusement appelée Maman Marie-Louise Despierre-Pont. Le criminel présumé est au mai de la police judiciaire. La grande faucheuse a également frappé l'ancien journaliste et député Guy-François Mungengi Kumba, dont les circonstances du décès continuent de susciter des interrogations. On retrouve Rosine, Marc-Ulrich Malekou pour en parler. Plusieurs jours après l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de ce drame aux allures de crime crapuleux, l'opinion reste suspendue aux conclusions de cette enquête judiciaire, voire des conclusions de l'autopsie réclamées par des membres de la famille. Dans l'imaginaire populaire, la thèse du suicide est éliminée au profit d'un crime maquillé, d'où cette lancinante interrogation: qui a tué Guy-François Mungengi Kumba, qui continue de hanter les esprits? Les interrogations empreintes de perplexité, renforcées par le curieux silence plat constaté tant du côté de sa famille politique, le Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir, que du côté de l'Assemblée nationale, dont il a été l'un des présidents de commission jusqu'à sa mort. À qui profite le crime? Autant d'interrogations qui continuent à rester sans retour d'ici à ce que les administrations judiciaires compétentes viennent à lever le voile. Mais nombreux disent rester dubitatifs sur les révélations dans l'immédiat des conclusions de l'enquête ouverte, par expérience à de nombreuses enquêtes qui s'éternisent dans les cas de crimes, dans des circonstances douteuses, de nombreux acteurs politiques dont certains étaient classés gênants. Suicide, crime politique, vendetta, chacun y va de sa spéculation d'ici à la manifestation de la vérité. Patience Dabani au cœur d'une polémique sur son passage à tabac par des éléments de sa sécurité. Yves, le reportage est signé Marc-Ulrich Malekou. Mon sac était dans la clôture, je parlais avec les enfants qui arrangeaient la voiture pour attendre que ma voiture arrive. Après, ils sont venus me soulever, la jeter à terre. Puis, après, sorti, tomber comme mes pieds au-dessus le portail. Ils m'ont tiré pour pouvoir fermer le portail. Mais, moi, on nous a dit que tu dois pas sortir seul. Je dis, mais je ne peux pas sortir seul. Toi, tu es parti, le chauffeur a ouvert le portail. Tu es parti ouvrir le portail. Il fallait monter dans la voiture et me trouver en bas pour qu'on partait. Mais vous venez me taper comme ça là. Mon sac est tombé à côté, mon foulard est tombé à côté. C'est les gars qui sont là maintenant. C'est
pouvais même faire papa ce soir-là. Et tout le monde passait. Il y a les gens qui étaient à l'immeuble là, ont filmé même, et même ils sont allés là-bas pour prendre le film, je ne sais pas. Alors il y a un qui passait, qui s'est garé chez moi à pleurer, et a appelé mon neveu, ma nièce, que non, ce qu'on fait à maman avec les gars là, j'ai jamais vu une chose pareille. Je suis resté première dame 35 ans dans ce pays. Je n'ai jamais vécu une situation comme ça. Moi-même, je connais pas le pouvoir. Les gars devront me frapper, toucher mon corps, me soulever et me jeter par terre. Au vu aussi de tout le monde. Cet audio, attribué à Patience Kamadabani, maire d'Ali Bongo, cristallise le débat. Fait inédit, l'ancienne première dame 35 ans durant sous Omar Bongo Ondimba et qui revendique son rang de mère génitrice d'Ali Bongo, compterait la mésaventure dont elle a été victime à la suite d'actes de maltraitance imputés aux hommes habillés et affectés à sa protection. Curiosité. Aucune levée de bouclier constatée dans le camp au pouvoir et allié, ni pour démentir encore moins, pour assommer de flèches empoisonnées les auteurs présumés de ce crime de lèse-majesté intenté contre la mère du chef de l'État en fonction, dont le silence coupable vient davantage renforcer les suspicions d'un Ali Bongo vraisemblablement absent des commandes du Gabon. Supputation qui enfle depuis l'accident vasculaire cérébral AVC qu'il a accablé fin octobre 2018 à Riyad, en Arabie Saoudite. Outrecuidance, culot, toupet, distraction politique, signe de fin de règne, chacun y va de son commentaire. Un fait divers qui fait les choux gras de la presse, avec des titres caricaturant une Patience Dabani tantôt bastonnée, tantôt passée à tabac, parfois prise en sandwich, voire prise en tenaille par des militaires déployés à sa protection. Rosine, retour sur l'exigence d'un audit brandi par les ex-agents de la Société gabonaise des transports, Sogatra, qui veulent voir clair sur la première tranche des fonds affectés à la régularisation de leur situation. Calcul vicié des soldes de tout compte, liquidation à l'emporte-pièce des procédures de règlement des dossiers des agents déflatés, retraités, démissionnaires et autres décédés de la Société gabonaise des transports, Sogatra. Outre le flou autour de la gestion d'une partie de fonds décaissés à cette fin, ont été passés au peigne fin à la faveur d'une récente assemblée générale organisée par ces victimes de déni de droit, en dépit des recommandations d'une commission de régularisation de ces situations administratives, qui restent lettre morte. Le porte-parole des ex-agents de la Sogatra plaide en faveur de la mise en place d'un audit pour faire la lumière sur cette situation. Rodrigue Tsanga. Le montant global qui ressort de ces soldes de tout compte s'élève pratiquement à 1,57 milliard. Il y a un montant d'un peu plus de 500 millions qui avait été mis disponible et qu'une partie des retraités de 2018 avait été payée, mais que pour le plus grand nombre, soit un peu plus de 300 agents aujourd'hui, à savoir les retraités, les licenciés, les démissionnaires, les décédés et les hauts cadres de l'entreprise, jusque-là ne sont pas toujours payés. Et sachant bien évidemment que sur la première rubrique qui a été payée, ça n'a pris que 95 millions, nous nous posons la question de savoir, sur le montant d'un peu plus de 500 millions qui a été mis disponible à cet effet, qu'a fait le directeur du reste de cet argent? Quel a été justement le plan d'utilisation de cet argent? Face à la récurrence de blocages dans le suivi de ce dossier par leur ancien employeur, les ex-agents de la Sogatra sollicitent son appropriation par le ministre en charge de transport pour une issue rapide à cette crise. On reste avec vous, Rosine, pour évoquer le rapport alternatif sur les droits de l'homme au Gabon proposé par la société civile. La contribution de la société civile gabonaise au rapport sur les droits de l'homme a déposé sur la table de la commission spécialisée de l'ONU en prévision d'une audition des autorités gabonaises sur l'évaluation des indicateurs de mise en œuvre fait l'objet ces derniers jours de séances de travail regroupant experts et plusieurs organisations dont le réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon, le rôle BG de Georges Paga,
et le réseau Femmes Lève-toi dont le leadership incombe à Nathalie Zemo, épouse et foi, qui décline à notre micro les enjeux de cet atelier de rédaction du rapport sur les droits de l'homme au Gabon à l'initiative des organisations de la société civile. Pour la petite histoire, le Gabon a ratifié en janvier 1983 le DIPAC, donc le pacte relatif aux droits civils et politiques, qui fixe donc les règles en matière de liberté civile, de droit à la vie, etc. Et à ce titre, le Gabon doit fournir au Comité des droits de l'homme des Nations Unies, à intervalles réguliers, des rapports sur la mise en œuvre du DIPAC dans notre pays. La société civile est également encouragée à faire parvenir son appréciation de l'application du pacte de droits civils et politiques dans son pays. Et donc nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour faire le point concernant les avancées et les difficultés rencontrées au Gabon dans les différents aspects de ce pacte. Nous allons notamment aborder les questions relatives à l'indépendance du pouvoir judiciaire, au droit au procès, à un procès équitable, au droit à la vie, notamment l'avancée concernant la lutte contre les crimes rituels qui est malheureusement, hélas, encore présent dans mon pays, donc les pires crimes qu'on puisse imaginer, la question des libertés civiles, avec notamment la liberté d'opinion, d'expression, et également la protection des personnes vulnérables. Yves, parlons à présent de la préoccupation des agents du ministère des Affaires sociales qui demandent leur prise en compte dans l'octroi de la prime Covid proposée au personnel soignant. Autre prime revendiquée, adossée à cette récente sortie du Syndicat national des travailleurs du secteur social, le paiement de primes d'incitation à la performance, la PIP, comptant pour le deuxième trimestre de l'année 2015. Ce n'est pas de la mendicité, encore moins de l'aumône. Nous réclamons un droit acquis, pestait dans un ton ferme Roger Ondo Abesolo du haut de son piédestal de président du dit syndicat. L'homme dans un non-dit est allé jusqu'à menacer d'exhumer une grève latente suspendue dont la foulée de l'entrée en fonction de la ministre Kou, en charge des solidarités, histoire de lui accorder le bénéfice du doute. Sur l'octroi à leur profit de la prime Covid, les personnels des affaires sociales mettent en avant leur implication aux premières lignes du front social de la riposte par notamment la distribution aux familles démunies d'une partie de l'aide sociale accordée dans le cadre du confinement du Grand Libreville. Un engagement citoyen sans outils de protection qui a occasionné la contamination au Covid-19 de plusieurs personnes composant ces équipes de bénévoles, d'où probablement le cri de guerre de Roger Ondo Abesolo. Qui peut minimiser les risques encourus par les agents du ministère des Affaires sociales qui, depuis le 14 mars 2020, parcourent tous les quartiers du Grand Libreville dans le cadre de la banque alimentaire, embrassant ainsi la maladie sans protection aucune, sans un sou. Et que dire de tous ces compatriotes bénévoles qui ont décidé d'apporter leur pierre à l'édifice dans le cadre de la banque alimentaire? N'y a-t-il pas de malades parmi ces équipes aujourd'hui? La réponse est oui. Nous enregistrons les malades dans le cadre de la distribution des kits et bons alimentaires. Excellence, Monsieur le Président, chaque compatriote a besoin de voir ses efforts pour la nation être reconnus et encouragés par la première institution que vous incarnez. La prime Covid-19 mérite d'être payée aux agents des affaires sociales. Ils sont eux aussi exposés, ils ont eux aussi fait des sacrifices et ils en font jusqu'à maintenant. Désormais, la balle est du côté du gouvernement qui devra trancher. On boucle avec vous, Rosine, sur la contribution des jeunes de l'Église évangélique du Gabon dans la lutte contre le coronavirus. Les responsables des mouvements des jeunes de l'Église évangélique du Gabon, équipés en kit de protection contre le coronavirus, à la faveur d'une cérémonie solennelle de dotation au bénéfice des représentants des régions synodales au Goué Estuaire,
Tem, Ogo-Evindo et Wellington. Cérémonie qui a été auréolée de la présence du président national de l'Église évangélique du Gabon, Augustin Bouengon. C'est une preuve de maturité, de prise de conscience. C'est une preuve où ces jeunes nous disent que nous ne pouvons pas ne pas compter sur eux et qu'ils sont présents, ils vivent avec nous, ils connaissent ce qui se passe et prêtent main forte à l'Église. Et quand je dis Église, c'est circonscrire leur acte, je dirais, à notre pays, le Gabon. Et pour cela, nous félicitons vivement ces jeunes qui ont pris cette initiative et qui, comme tout le monde au Gabon, se mettent debout, prêts au combat. Encore que Dieu bénisse abondamment ces jeunes et qu'il leur ouvre les églises des cieux. Outre l'équipement en masque de protection, l'Union des jeunes de l'Église évangélique du Gabon, engagée dans le challenge baptisé « Ma responsabilité face au coronavirus », ont produit par ailleurs des messages de sensibilisation audiovisuelle dans le cadre de sensibilisation de masse. Les éclairages du président national de l'Union des jeunes de l'Église évangélique du Gabon, Marco Bitegué. Dans notre éducation chrétienne, l'autre est toujours plus important. C'est pourquoi nous avons opté pour la prise de responsabilité des uns des autres face à la pandémie actuelle. Le bureau national que je conduis, par la force et les moyens qui nous viennent du Saint-Esprit, nous avons voulu apporter notre pierre à l'édifice. Cette pandémie frappe tout le monde. Il serait temps que chacun, avec ce qu'il peut avoir, essaie de prêter main forte à toutes les personnes qui luttent face au coronavirus. C'est pourquoi l'UCGEC, par la prière, mais également par les actes, nous nous sommes lancés pleinement dans la lutte contre le coronavirus. Et c'est l'occasion pour nous, une fois de plus, d'interpeller les uns les autres sur la responsabilité. Car aujourd'hui, chacun de nous est responsable de la vie de son prochain. Donc, en respectant tout ce qui nous a été dicté, nous sommes responsables de la vie de nos frères. Sur ce, je peux vous dire que Dieu nous bénisse et qu'il puisse continuer à nous assister dans tout ce que nous ferons. Cette cérémonie a été marquée sur le sceau de la conscientisation et la prise de responsabilité collective sur fond de recollection. Cette revue hebdomadaire de l'actualité gabonaise se referme sur cette information. Nous vous disons merci de nous avoir suivis.